Le matin du 24 août 1572, la ville de Paris ne se réveille pas. Elle n'a pas dormi. Depuis 1h du matin, la haine déferle dans ses rues. Des corps s'entassent, le sang coule. Certains sont mutilés, d'autres jetés à la Seine, dont le cou rougit. Les catholiques ne font pas dans la demi-mesure. Tous les protestants sont persécutés, sans distinction d'âge ou de genre. On dénonce, on expulse et on tue. Les voisins de la veille sont devenus les bourreaux du jour. Comment ce basculement dans la sauvagerie a été possible alors que 6 jours avant, on fêtait en grande pompe le mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre. En 1570, Charles IX a 20 ans. Déterminé à faire triompher la paix dans le royaume, protecteur des arts et des lettres, nourri d'idées néo-platoniciennes, le monarque se lance dans une tentative de réconciliation à travers l'édit de Saint-Germain-en-Laye. Et la tâche est rude, car les plaies sont encore vives chez les catholiques comme chez les protestants. 3 guerres civiles se sont déroulées, des massacres, des vengeances, des bains de sang. Déjà 8 ans en 1562, que les protestants ont été massacrés à Oissy en Champagne par le duc catholique François de Guise, le même qui sera assassiné l'année suivante dans les environs d'Orléans. Quelques mois seulement séparent la paix de Saint-Germain d'autres faits d'armes tout aussi éloquents. La victoire de Jarnac remportée par Henri d'Anjou en mars 1569, qui voit mourir le prince de Condé, chef protestant. La prise de Mussidan, bastion huguenot du Périgord, par le duc de Montpensier en mai. Puis, en juin, la vengeance protestante à la Roche-l'Abeille en Limousin. Et en octobre, la bataille de Montcontour vient refermer cette chaîne sanglante. Henri d'Anjou y écrase l'armée huguenote. La paix semble enfin possible, mais la haine, elle, ne désarme pas. Dans ces conditions, comment oublier ? Comment tirer un trait comme le demande le roi de France ? D'autant que la mobilisation militaire, toujours âpre, se double d'une mobilisation religieuse tout aussi ardente. Chaque camp invoque Dieu pour justifier ses violences. 2 visions du monde s'affrontent, les catholiques fidèles à Rome, au sacrement et au culte des saints, face aux protestants qui refusent le pape, rejettent les images et lisent la Bible sans intermédiaire. Le salut ne passe plus par l'Église, mais par la foi seule. Ces oppositions nourrissent des tensions concrètes. Dans les villes, les temples protestants côtoient les églises, les processions sont bousculées, les prêches attirent des foules hostiles. À Montauban, La Rochelle ou Nîmes, les émeutes religieuses se multiplient. Les cloches, les croix, les cimetières, tout devient symbole à défendre ou à abattre. À cela s'ajoute une fracture sociale et géographique. Au sud et à l'ouest, nobles et bourgeois adoptent la réforme, tandis que les campagnes, souvent catholiques, s'en méfient. À Paris ou dans le Nord, bastion catholique, la présence protestante est perçue comme une provocation. Et pourtant, la royauté continue de croire à cette possible concorde, convaincue que par-delà les divisions religieuses, l'union reste possible. L'édit de Saint-Germain-en-Laye, signé en 1570, témoigne de cette volonté. Il accorde aux protestants une liberté de culte limitée et leur permet d'occuper 4 places fortes, La Rochelle, Montauban, Cognac et La Charité. Ils sont amnistiés pour les actes commis pendant la guerre et autorisés à accéder aux charges publiques et aux universités. Un grand pas est donc fait en faveur d'une paix durable. Catherine de Médicis partage cette conviction. Elle espère qu'une paix solide finira par ramener les protestants dans le giron catholique, non par la force, mais par la parole, dans une démarche évangélique. Parmi les instruments de cette stratégie pacificatrice, les mariages. Ces alliances ne sont pas seulement religieuses ou symboliques, elles servent aussi des intérêts politiques et territoriaux. Une union bien négociée peut calmer les haines, fixer une frontière, rallier une province. En 1571, Henri de Bourbon, prince de Condé, chef protestant de premier plan, se marie avec Marie de Clèves, une catholique issue d'une grande famille noble. Mais la couronne veut aller plus loin, bien plus loin, en mariant une des filles de Catherine de Médicis, Marguerite de Valois, à Henri de Navarre, huguenot, prince de sang comme Henri de Condé. Le projet est audacieux. Non seulement les futurs époux sont de confession opposée, mais ils sont aussi cousins au 3e degré. Une dispense du pape est donc nécessaire, et le Saint-Siège n'est prêt à l'accorder qu'à condition qu'Henri se convertisse. La couronne négocie âprement avec Jeanne d'Albret, mère du futur marié, d'autant que ce mariage permettrait de rattacher à terme la Basse-Navarre et le Béarn au royaume de France. La date retenue pour les noces est le 18 août 1572. Des milliers de protestants,
arrivent à Paris pour venir célébrer cette union dans une ville farouchement hostile aux Huguenots. Les prêches de certains religieux, comme Simon Vigor, prônent depuis longtemps la violence contre les hérétiques. L'existence d'une milice bourgeoise témoigne aussi d'une surveillance et d'un contrôle zélé des protestants vivant dans la capitale. De surcroît, certains événements vécus par les Parisiens, comme le déplacement de la croix de Gâtine au cimetière des Innocents, ont alimenté les haines. Le mariage de Marguerite de Valois et d'Henri de Navarre est plus que mal perçu. Pourtant, la cérémonie se déroule comme prévu. Paris séparé de ses plus beaux atours, tentures multicolores, tapis jetés sur les balcons, guirlandes fraîches suspendues entre les maisons. Sur le parvis de Notre-Dame, une grande estrade a été dressée, surélevée pour permettre à la foule d'apercevoir les futurs mariés de loin. Un autel improvisé, richement décoré, attend l'ouverture des festivités. En milieu de matinée, les cloches de la cathédrale sonnent à toute volée. C'est le début des processions. De longs cortèges s'avancent lentement vers l'estrade. Charles IX, la reine-mère Catherine de Médicis, Marguerite de Valois, escortée de ses frères. De son côté, Henri de Navarre arrive accompagné de sa suite huguenote. La chaleur est étouffante, écrasante sous le ciel d'août. Le cardinal de Bourbon est présent malgré ses craintes. La dispense du pape n'a pas été obtenue et l'ombre de l'excommunication plane sur la cérémonie. Selon les mémoires de Marguerite, elle aurait d'abord refusé de dire oui. Le roi Charles IX, furieux, serait alors intervenu en la saisissant brutalement par les cheveux pour lui faire incliner la tête. Henri de Navarre, lui, répond sans hésitation. La bénédiction est donnée, officialisant l'union. Mais la messe solennelle, célébrée à l'intérieur de Notre-Dame, se déroule sans les protestants, exclus par leur foi. La cour regagne ensuite le Louvre et les réjouissances commencent. Le faste est impressionnant, tournois, banquets, spectacles de théâtre, bals, tout est mis en œuvre pour magnifier l'événement. L'art lui-même est convoqué pour célébrer l'union. Pendant quelques jours, l'espoir d'une concorde renaît. Dans les cortèges et sur les scènes, le même message est martelé, celui de la clémence du roi, de son désir de paix. Mais derrière les ovations, des signes de mauvais augure continuent de rôder, invisibles, dans l'ombre. 4 jours plus tard, tout l'échafaudage patiemment construit par le roi commence à s'effondrer. Le 22 août au matin, alors que l'amiral Gaspard de Coligny, chef de file des protestants et conseiller influent du roi Charles IX, revient du Louvre vers son domicile, il est victime d'un attentat. Dans une rue étroite, un tireur embusqué l'atteint d'une arquebusade. Il est grièvement blessé, à la main droite et plus légèrement au visage. Rapidement ramené à son domicile, Coligny survit, mais la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, ravivant les tensions que les festivités avaient momentanément étouffées. L'exécutant serait probablement un certain Charles de Louviers, sieur de Maurevert, un proche des Guises et noble catholique radicalisé. Quant à déterminer le commanditaire, les esprits s'échauffent. Une vendetta personnelle? Les Guises, qui tiennent Coligny pour responsable de l'assassinat de leur père 9 ans plus tôt? Le duc de Savoie, inquiet de l'influence croissante des protestants à la cour? Certains murmurent même que le roi et la reine-mère pourraient être impliqués, bien que les témoignages jusqu'au 22 août les montrent sincèrement engagés en faveur de la paix. Reste enfin l'ombre inquiétante du roi d'Espagne, Philippe II, pour qui ce mariage représenterait une menace directe. Toujours est-il que l'attentat contre Coligny ravive les haines tenaces que les noces royales avaient à peine contenues. Tandis que les milieux ultra-catholiques se mobilisent en silence, le mot vengeance circule chez les protestants. Henri de Condé, comme Téligny ou La Rochefoucauld, réclament des garanties auprès du roi, inquiet. Charles IX, d'abord indigné, promet de châtier les coupables. Il se rend avec la reine-mère au chevet de l'amiral et il lui témoigne de son soutien. Mais dans les coulisses, l'inquiétude enfle. Les Huguenots, nombreux et armés, se disent prêts à intervenir si justice n'est pas rendue. En face, les milices parisiennes, acquises aux catholiques intransigeants, sont prêtes à frapper. Le ver est dans le fruit. Et c'est ainsi qu'au soir du 23 août 1572, Charles IX opère une volte-face brutale. Autour de lui, dans un conseil restreint et secret, siège sa mère Catherine de Médicis, son frère Henri d'Anjou, le garde des Sceaux René de Birague ou encore le maréchal de Tavannes. L'idée d'une opération préventive s'impose. Il faut éliminer les principaux chefs protestants avant qu'une nouvelle guerre civile n'éclate et n'emporte jusqu'à l'autorité royale elle-même. Et parmi eux, Coligny, qui est un conseiller influent auprès du roi, dont le lien était quasi filial avec le souverain. De nombreuses rumeurs circulent et parmi elles, celle d'une conspiration contre la famille royale pour le 26 août. Alors, quelle justice choisir? Celle ordinaire qui passe par un procès
ou celle extraordinaire qui conduit aux exécutions sans procès préalable. Le péril et l'urgence de la situation imposent la seconde. Trois lieux sont ciblés. Le logis de l'amiral, rue de Béthisy, et ses alentours immédiats, le Louvre, où logent les principaux chefs protestants, et le faubourg Saint-Germain-des-Prés, bastion huguenot. L'horaire exact du déclenchement de ce qu'on appellera plus tard la première Saint-Barthélemy demeure inconnu, mais plusieurs témoignages concordent. Elle commence au soir bien tard, une fois les portes de la capitale fermées et les clés saisies par les autorités. Les bateaux ont été tirés sur la rive droite de la Seine, bloqués par des chaînes, et des canons ont été disposés à l'hôtel de ville. Tout est prêt. Paris s'apprête à devenir le théâtre d'un massacre soigneusement préparé. Au domicile de Béthisy, une troupe arrive menée par le duc de Guise et le duc d'Aumale. Les portes sont forcées. Coligny entend les bruits qui se rapprochent et dit qu'il est prêt à mourir. Il demande à ses compagnons de s'enfuir. Certains passent par les toits. Un dénommé Besme entre le premier dans sa chambre et l'amiral lui dit « Jeune homme, respecte mes cheveux gris et ma vieillesse ». Mais celui-ci lui donne un coup d'épée sur la tête. Et l'acharnement commence, car il faut pour ces ultras expier cette bête monstrueuse. Coligny est achevé, son corps précipité par la fenêtre. Ses membres sont alors coupés, notamment la tête, et il est traîné jusqu'à la Seine, puis repêché et pendu par les pieds au gibet de Montfaucon. Le comte de La Rochefoucauld est lui aussi tué chez lui. Quant à Téligny, il s'enfuit par les toits, mais il est froidement abattu. Au Louvre, les gardes suisses et français se chargent de la sale besogne. On réveille les gentilshommes protestants pourtant accueillis par le roi. On les rassemble et on les tue les uns après les autres à coups de pique. Les hallebardes se parent de rouge, les cris sont étouffés, les yeux grands ouverts sur le massacre. Selon les mémoires de Marguerite de Valois, un certain Gabriel de Lévis, seigneur de l'Hérens, serait parvenu à se réfugier dans sa chambre et elle l'aurait aidé à s'enfuir. Dans cette première vague d'exécution, on épargne tout de même deux protestants importants, Henri de Navarre, le jeune marié, et Henri de Condé, tous deux princes de sang que l'on pense pouvoir convertir. À Saint-Germain-des-Prés, enfin, l'équipée des Guises, après avoir achevé Coligny, s'y retrouve pour massacrer les protestants de guerre logés dans les dépendances de l'abbaye. Ce sont pour la plupart de jeunes nobles, des écuyers et des soldats venus du sud du royaume dans le sillage d'Henri de Navarre. L'attaque a lieu dans l'obscurité. Peu après 3 heures du matin, les hommes dorment encore, on tue sans sommation, on poignarde à travers les rideaux de lit. Parmi les victimes, le jeune François de Caumont-d'Addissan, languedocien, meurt dans le silence. Son frère Jacques, lui, parvient à fuir. C'est une exécution militaire, rapide et planifiée. Quand, vers 3 heures du matin, le tocsin retentit à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, peut-être repris par d'autres cloches dans la ville, le massacre change d'échelle. Ce n'est plus l'élimination discrète de quelques chefs protestants, mais un massacre de masse. Des hommes en armes, des milices de quartier, des domestiques, des artisans, parfois des prêtres, se déplacent dans la ville. On ne pense plus, on déverse sa haine. Les maisons marquées, les noms connus, les adresses repérées à l'avance. L'exécution est méthodique, on tue à la hallebarde, au coutelas, à main nue. La violence déborde de toutes parts. Elle n'obéit plus à une chaîne de commandement, elle s'ancre dans les ruelles, les escaliers, les étages. Comme l'a magistralement montré l'historien Jérémy Foy, il ne s'agit plus d'un crime d'État, il s'agit d'une guerre de voisinage. On ne tue pas l'ennemi lointain, on assassine le compagnon d'atelier, le voisin silencieux, le cousin suspecté. Le massacre se joue à l'échelle de la paroisse, de la rue, parfois du palier. Ce sont des liens familiaux, sociaux, professionnels qui explosent dans un bain de sang. L'intimité devient meurtrière. Et l'acharnement sur les corps n'est pas un excès, il est au cœur du processus. Les cadavres ne sont pas simplement tués, ils sont mutilés, traînés, pendus, émasculés, brûlés. Dans l'univers mental des ultra-catholiques, le protestant est plus qu'un hérétique, il est un corps impur, il faut l'effacer, le profaner, le jeter hors de la communauté. On prive les victimes de sépulture, on les abandonne dans les rues, on les rejette dans la Seine, devenus charniers purificateurs. Le meurtre devient exorcisme. Cette violence a des airs de liturgie inversée. Elle vise à restaurer un ordre brisé, à purifier la cité par le sang. Dans le tumulte, les catholiques doivent eux-mêmes se signaler pour ne pas être pris pour cible. On accroche une croix au cou, on brandit un rameau béni, on récite le paternoster à haute voix. Un mot, un accent, un geste mal interprété peuvent suffire à condamner. La panique est partout.
Les autorités ferment les yeux, parfois encouragent. Le roi, dépassé, ne contrôle plus rien. La ville entière devient un théâtre d'ombre et de cris. « Tue, tue !» hurlent les rues. Les cloches battent à toute volée dans la nuit noire. Charles IX vacille. Il croyait sans doute à une opération ciblée, limitée, rapide. Mais au matin du 24 août, Paris est rouge. Les rues sont jonchées de cadavres. La Seine charriant des corps. La violence s'est libérée. Le roi erre, hagard, dans les couloirs du Louvre, criant qu'il ne voulait pas cela, qu'on l'a trompé. Mais il est trop tard. Le massacre de la Saint-Barthélemy ne se limite pas à Paris. Il se propage rapidement dans d'autres villes du royaume, Meaux, Orléans, la Charité-sur-Loire, dès le 25 et le 26 août. À Rouen, c'est l'évêque lui-même qui pousse à l'exécution de protestants prisonniers. À Lyon, du 31 août de septembre, l'exécution méthodique des protestants fait plus de 500 morts. En octobre, c'est au tour de Toulouse et de Bordeaux d'être saisis par la même fureur. Mais toutes les autorités locales ne réagissent pas de la même manière. Si certaines cèdent à la pression des ligueurs et à la peur du désordre, d'autres, comme à Rennes, négocient des pactes de paix et de fraternité entre catholiques et protestants. Des processions communes et des prières publiques s'organisent pour rejeter la violence. Le bilan général n'en reste pas moins terrible. À Paris, on estime le nombre de victimes à environ 3000 morts, une tragédie humaine d'une ampleur inédite. En province, les estimations varient, mais on évoque souvent entre 5000 et 10 000 victimes supplémentaires. Au total, le massacre a coûté la vie à environ 10 000 à 15 000 personnes dans tout le royaume, un chiffre effrayant qui souligne l'ampleur du drame. L'attitude de Charles IX est d'abord ambiguë. Si au départ le roi tente de minimiser son rôle, sa position est bien vite intenable. Et le 26 août 1572, lors d'un lit de justice organisé au Parlement de Paris, il déclare avoir ordonné le massacre des chefs huguenots, pour prévenir un complot qui aurait attenté à sa personne et mis en péril la couronne. Beaucoup, dans cet acte de pouvoir, ont vu une affirmation de l'État comme seul capable d'arbitrer les conflits religieux. En neutralisant la menace protestante, le roi renforce ainsi l'unité du royaume. Les réactions à l'étranger divergent face à ces prises de position. Le pape Grégoire XIII fait frapper une médaille commémorative pour célébrer le massacre avec l'inscription latine Hugonotorum Strages 1572, le massacre des Huguenots. Et il célèbre un Te Deum en signe de reconnaissance. Philippe II d'Espagne lui-même félicite la couronne de France. Mais à l'inverse, l'Angleterre élisabéthaine et les princes protestants d'Allemagne dénoncent un crime d'État et redoublent leur soutien aux Huguenots. En quelques jours, la réputation du roi bascule. De sauveur du royaume pour les uns, il devient tyran sanguinaire pour les autres. Mais le roi est pris de remords et sombre dans une maladie qui ne dit pas encore son nom, la tuberculose. Souffrant de fièvre et de crises d'étouffement, il ne parvient plus à se nourrir. Le visage blême, avec des sueurs sanglantes, il est pour certains victime de la violence qu'il a ordonnée. Pour d'autres, son chemin est celui d'un martyr, et il contribuera à sacraliser la personne royale. Charles IX meurt prématurément en mai 1574, à l'âge de 23 ans. Enfin, surtout, le massacre de la Saint-Barthélemy n'a pas mis fin aux guerres de religion. Les atrocités commises n'empêchaient pas les catholiques de le justifier par le fait que la justice divine s'était abattue sur les hérétiques. Pour les protestants, le châtiment était lourd à comprendre. Certains évinçaient Dieu de tout cela, d'autres s'accusèrent, beaucoup témoignèrent. Et bien vite, dans l'histoire de France, cette date s'affirme comme une date repoussoire. Au XVIIIe siècle, pour Voltaire, elle sera l'exemple le plus probant de fanatisme, symbole de la plus grande intolérance. Crime d'amour pour l'historien Denis Crouzet ou massacre politique pour Arlette Joanna, la nuit de la Saint-Barthélemy est un événement tragique incontournable de l'histoire de France. Elle montre à la fois une royauté dépassée, mais aussi une affirmation de l'État, une tentative de pacification, mais aussi une haine entre voisins. Elle révèle à quel point il est plus difficile de conserver la paix que de répandre la violence auprès de ceux qui nous apparaissent différents. Aujourd'hui encore, cette nuit sanglante explique pour beaucoup, dans la lignée de Voltaire, pourquoi la France défend avec vigueur son modèle laïque.